Après une vie marquée par l'amour, la douleur et le silence, Isabelle Morini-Bosc a surpris tout le monde. En 2025, 2 ans après la perte de son mari, elle a enfin révélé ce que personne n'osait imaginer. Un nouvel amour, discret mais bouleversant. Qui est cet homme qui a redonné un sens à sa vie? Comment a-t-elle trouvé la force d'aimer à nouveau après un deuil si profond? Et pourquoi ce témoignage émeut autant de Français aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons l'histoire intime, sincère et inspirante d'une femme que vous pensiez connaître. Préparez-vous à être ému. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des récits humains les plus forts. Activez la cloche, laissez un commentaire et partagez votre ressenti. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bien changer votre regard sur l'amour, la perte et la vie. Maintenant, place à l'histoire. Pendant des années, Isabelle Morini-Bosc a incarné une voix familière et rassurante dans le paysage audiovisuel français. Chroniqueuse vedette de l'émission Touche pas à mon poste, journaliste émérite dans le domaine de la culture et des célébrités, elle s'est toujours distinguée par son professionnalisme, son intelligence émotionnelle et son immense pudeur. Mais en 2023, un drame personnel est venu bouleverser sa vie. Loin des projecteurs, la disparition de son mari, Alain, après plus de 40 ans d'amour et de complicité. Une perte silencieuse, presque invisible pour le grand public, mais d'une violence inouïe pour celles qui, chaque jour, vivaient dans l'ombre de cet homme discret et essentiel à son équilibre. Le décès d'Alain n'a pas été annoncé dans les grands médias, aucun hommage officiel, aucun message médiatique. Isabelle Morini-Bosc a choisi de vivre cette épreuve dans l'intimité la plus totale. Ce silence, loin d'être une stratégie, témoignait d'une douleur sincère, profonde, irréparable. Ceux qui la connaissaient de bien savaient à quel point son mari occupait une place centrale dans sa vie. Ils formaient un couple fusionnel, mais à 1000 lieues du strass et des paillettes, un binôme fort, construit sur des valeurs simples comme le respect, la fidélité et une admiration mutuelle. Dans une époque où la vie privée est constamment exposée, où les moindres faits et gestes sont scrutés, Isabelle a su préserver ce jardin secret qui la protégeait du tumulte médiatique. C'est sans doute pour cela que la nouvelle a d'abord circulé à voix basse dans les couloirs des rédactions, sur les plateaux de tournage parmi ses collègues. Un silence lourd, respectueux, empreint de compassion. Durant les semaines qui ont suivi la disparition d'Alain, Isabelle s'est fait rare à la télévision. Ses apparitions dans « Touche pas à mon poste » sont devenues sporadiques, parfois annulées au dernier moment. Lorsque, exceptionnellement, elle apparaissait à l'écran, les téléspectateurs remarquaient un changement. Moins de rire, moins d'ironie, un regard plus lointain. Son habituel franc-parler semblait s'être enveloppé d'une mélancolie nouvelle. Elle, qui avait l'habitude d'analyser les histoires sentimentales des autres, paraissait désormais habitée par une douleur trop personnelle pour être dite. Ses collègues ont tous témoigné d'un immense respect pour sa discrétion. Cyril Hanouna lui-même a évoqué une femme d'une grande dignité, refusant d'entrer dans les détails de sa vie privée. À plusieurs reprises, il a rappelé à l'antenne qu'Isabelle traversait une période difficile sans jamais en dire plus. Ce silence, partagé par tous, en disait long sur la force du lien tissé entre la chroniqueuse et son entourage professionnel. La douleur du deuil est d'autant plus grande lorsqu'elle se heurte au vide quotidien. Pour Isabelle, chaque matin sans Alain représentait un défi. Comment réapprendre à vivre quand l'autre n'est plus là? Comment retrouver un sens à ses journées quand tout, les habitudes, les regards, les gestes, rappellent l'absence de celui qu'on aimait? Les photos, les souvenirs, les musiques partagées deviennent autant de poignards silencieux plantés dans la mémoire. Isabelle a souvent confié, à demi-mot, que son mari était son repère, sa boussole dans le tumulte de la vie médiatique. Loin des caméras, il représentait ce havre de paix où elle pouvait se réfugier après les tempêtes. Elle aimait à dire qu'il était l'homme de l'ombre, celui qui ne cherchait ni la reconnaissance ni la lumière, mais qui, par sa seule présence, illuminait son quotidien. Alors, comment se reconstruire après une telle perte? Pendant plusieurs mois, Isabelle a fait le choix du silence. Elle s'est retirée de la scène publique, a annulé certains engagements, évité les interviews. Ce retrait n'était pas un abandon, mais une respiration nécessaire. Une façon de penser ses blessures à son rythme, loin de la pression médiatique. Ce fut aussi une période de solitude profonde. Car si le public voit les sourires à la télévision, il ignore souvent les larmes versées dans la solitude d'un salon silencieux. Isabelle, pourtant entourée professionnellement, a vécu cette épreuve comme une traversée du désert. Elle a dû affronter non seulement la perte de l'être aimé, mais aussi le vide de la routine interrompue, des repères bouleversés. Mais derrière ce deuil silencieux, une force se préparait à renaître. Lentement, très lentement, la douleur brute a laissé place à une forme de résilience. Car l'amour ne meurt pas même après la mort, il se transforme. Et parfois, il prépare le cœur à accueillir une lumière inattendue. Une lumière fragile, hésitante, mais bien réelle. Cette lumière, Isabelle ne l'a pas cherchée.
Elle s'est imposée à elle naturellement, comme un souffle discret venu réchauffer un cœur glacé. Et ce n'est que bien plus tard, une fois la tempête intérieure apaisée, qu'elle a accepté d'ouvrir une nouvelle page. Mais à ce moment-là, elle n'en était pas encore là. Le silence, encore, dominait tout. Il y a dans certaines rencontres un parfum de hasard et d'évidence mêlée. C'est exactement ce que ressentit Isabelle Morini-Bosc le jour où elle croisa le chemin de Jacques. À ce moment-là, elle n'attendait rien. Elle n'espérait plus rien, même. Elle assistait à une conférence caritative consacrée à la santé mentale, un sujet qui lui tenait à cœur, mais auquel elle participait sans grande énergie, comme encore engourdie par le deuil. Son regard était vide, ses gestes mesurés. Elle avait accepté cette invitation un peu à contre-cœur, poussée par une amie qui l'encourageait à sortir de chez elle. Isabelle, bien qu'habituée à s'exprimer en public, n'avait plus le goût des mots. C'est dans cet état, presque mécanique, qu'elle s'était installée dans l'auditorium, sans savoir que cette journée marquerait un tournant. Jacques était assis quelques rangs devant elle. Un homme au regard doux, au port droit mais modeste. Il ne se faisait remarquer par rien, sinon par cette tranquillité qui émanait de lui, presque apaisante. Il n'était pas là pour être vu, pas là pour séduire. Comme elle, il semblait simplement chercher un sens, une direction nouvelle après une perte. C'est au buffet, à la pause, qu'un banal échange sur un livre posé sur la table les rapprocha. Quelques mots sur Stefan Zweig, un sourire poli, puis un éclat de rire sincère. L'instant dura à peine quelques minutes, mais quelque chose en Isabelle s'était mis à vibrer de nouveau. Un frémissement, léger, presque imperceptible, mais réel. Dans les jours qui suivirent, elle reçut un message sur sa boîte mail professionnelle. Jacques, qui avait demandé ses coordonnées par l'intermédiaire d'un des organisateurs, lui écrivait pour la remercier de leur courte discussion et lui proposait un café sans pression. Ce message, Isabelle le lut plusieurs fois avant d'y répondre, pas par crainte, mais par prudence. Son cœur n'était plus habitué à cette sensation d'attente. Finalement, elle accepta, plus par curiosité que par conviction. Ce café fut le premier d'une série de rencontres toutes aussi simples. Pas de dîner aux chandelles, pas de grands discours. Seulement des échanges honnêtes, parfois teintés de mélancolie, souvent ponctués de silences confortables. Jacques, ancien médecin généraliste, aujourd'hui à la retraite, avait lui aussi perdu son épouse quelques années auparavant. Cette expérience commune du deuil les unissait sans qu'ils aient besoin de l'évoquer constamment. Ils savaient de tous deux ce que signifiait le manque, la douleur muette, les nuits sans sommeil. Mais ils savaient aussi reconnaître la beauté fragile d'un instant partagé, d'une écoute sincère, d'un regard sans jugement. Peu à peu, ces moments devinrent réguliers. Une promenade dans un jardin public, une visite d'exposition, un concert de musique classique. Isabelle, qui s'était longtemps sentie vidée de toute émotion, retrouva peu à peu des sensations oubliées. Elle riait, elle s'indignait parfois, elle reprenait goût aux choses, non pas en fuyant son passé, mais en acceptant qu'il puisse coexister avec le présent. Au fil des mois, Jacques devint une présence constante, bienveillante. Il ne posait pas de questions indiscrètes, ne cherchait pas à précipiter les choses, il était là tout simplement comme un repère discret. Isabelle, d'abord surprise par cette aisance qu'elle éprouvait à ses côtés, comprit qu'elle n'était pas en train de trahir Alain. Elle apprenait à vivre autrement, à aimer autrement. Ce sentiment, nouveau mais rassurant, la déstabilisa autant qu'il l'apaisa. Elle en parla d'abord à son fils, avec une appréhension mêlée de culpabilité. Mais sa réaction fut des plus simples. « Maman, si quelqu'un te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Papa aurait voulu ça. » Ce soutien fut un déclic. Il confirma ce qu'elle pressentait en elle, le droit de continuer, sans effacer, sans renier. Isabelle décida néanmoins de garder cette relation secrète pendant de longs mois. Non par honte, mais parce qu'elle voulait préserver ce lien naissant de la curiosité publique, du regard parfois cruel des médias. Elle savait combien les gens pouvaient juger vite, sans comprendre la complexité des émotions humaines. Elle savait aussi que son image de femme sage, veuve respectée, risquait d'être égratignée par ceux qui n'acceptèrent pas qu'on puisse aimer 2 fois dans une vie. Ce n'est qu'au début de l'année 2025, presque 2 ans après la mort de son mari, qu'elle se sentit prête à dire, avec délicatesse, qu'un homme l'aidait désormais à affronter le quotidien. Lors d'un entretien accordé à un média discret, elle glissa ces mots pleins de justesse « Jacques n'est pas là pour remplacer Alain. Personne ne le pourra jamais. Mais il m'aide à tenir debout. Et ça, c'est déjà beaucoup. » Ce simple aveu, loin des unes tapageuses, résonna profondément chez ses lecteurs. De nombreux messages de soutien affluèrent. Certains venaient de veuves, d'hommes et de femmes qui, eux aussi, avaient appris que le cœur pouvait survivre à l'impossible. D'autres, simplement touchés par la sincérité de ses mots, la remercièrent d'avoir osé dire tout haut ce que beaucoup taisaient. Car ce que vit Isabelle Morini-Bosc, c'est une vérité universelle. L'amour ne suit pas de règles fixes. Il revient parfois dans un autre visage avec une autre intensité.
Et il ne diminue en rien l'amour passé. Au contraire, il en est souvent l'héritage, la prolongation, la preuve que ce qui a été beau continue à porter ses fruits, même dans l'absence. Lorsque les confidences d'Isabelle Morini-Bosc sur sa nouvelle relation furent rendues publiques, la nouvelle suscita un élan d'émotion sincère. Cette femme que tant de téléspectateurs connaissaient pour son franc-parler, son élégance intellectuelle et son ton posé venait de révéler l'un des chapitres les plus intimes de sa vie. La possibilité d'aimer à nouveau après avoir connu l'indicible perte. Et ce qu'elle partagea ne ressemblait en rien à une révélation people. Ce n'était ni spectaculaire ni scénarisé. C'était simplement humain, doux, fragile, vrai. Isabelle, en parlant de Jacques, ne s'est jamais positionnée dans l'exaltation. Pas de grandes envolées romantiques, pas de serments publics, juste des mots choisis, mesurés, mais habités d'une chaleur nouvelle. Elle racontait avec pudeur ses moments partagés avec lui, les longues discussions, les silences complices, les promenades main dans la main. Elle évoquait aussi la mémoire de son mari disparu avec la même tendresse qu'auparavant, comme s'il restait une part d'elle-même, indissociable de son histoire. C'est là toute la beauté de ce que vit Isabelle. Une forme de double fidélité. Fidélité au passé, à l'homme qu'elle a aimé pendant tant d'années, et fidélité au présent, à celui qui lui permet aujourd'hui d'avancer. Pour elle, les deux ne s'opposent pas. Ils coexistent, en harmonie. Ce message rare dans une époque où l'on nous pousse à tout recommencer à zéro, a trouvé un écho profond dans le cœur de nombreuses personnes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. Des anonymes ont partagé leur propre parcours de deuil, leurs hésitations à aimer à nouveau, leur peur du jugement. Isabelle, sans le vouloir, avait libéré la parole sur un sujet encore trop tabou. Jacques, de son côté, est resté fidèle à sa nature, discret, humble, en retrait. Il n'est apparu dans aucun média, n'a jamais donné d'interview, ni cherché à profiter de la notoriété d'Isabelle. Ce comportement, d'une rare élégance, a renforcé l'admiration du public. Il est l'anti-star par excellence, mais il incarne pour Isabelle un soutien précieux, une présence stable et apaisante. Ceux qui ont eu l'occasion de les croiser ensemble parlent d'un couple serein, complice, loin des tumultes de la vie publique. Depuis cette révélation, Isabelle semble transformée. Non pas qu'elle ait changé de personnalité, mais elle dégage désormais une sérénité nouvelle. Son regard s'est éclairé, son sourire, autrefois timide depuis le décès de son mari, revient peu à peu. Sur les plateaux télé, elle reprend la parole avec l'énergie qu'on lui connaît, mais aussi avec une douceur renouvelée. Elle n'a rien perdu de sa verve, mais elle parle désormais avec une profondeur teintée d'expérience. Elle continue de parler de son mari, parfois à l'antenne, comme un hommage silencieux. Mais elle parle aussi de ses projets, de ses envies, de ses engagements. Elle évoque des escapades culturelles avec Jacques, des expositions, des voyages littéraires qu'ils rêvent de faire ensemble. Et surtout, elle parle d'un projet de livre qu'elle souhaiterait écrire à deux. Un ouvrage sur le deuil amoureux et la renaissance affective, à mi-chemin entre témoignages personnels et réflexion sociétale. Car elle a compris que son vécu n'était pas isolé. Que d'autres, comme elle, souffraient en silence, redoutaient d'aimer encore, se sentaient coupables d'envisager une deuxième chance. Ce projet, encore en gestation, pourrait bien devenir l'un des plus beaux chapitres de sa vie professionnelle. Elle qui a tant écrit sur les autres, sur les célébrités, pourrait enfin livrer son propre récit, avec la même honnêteté qu'elle a toujours exigée de ceux qu'elle interrogeait. Une sorte de passage de témoin, de confidence offerte à ceux qui n'osent pas. L'histoire d'Isabelle Morini-Bosc est précieuse parce qu'elle refuse les injonctions. Elle ne prétend pas qu'il faille tourner la page, oublier, remplacer. Elle dit simplement que le cœur, même meurtri, reste capable de se rouvrir. Que l'amour ne se mesure pas à la durée, ni à l'exclusivité, mais à la qualité de présence. Et que chaque histoire, aussi différente soit-elle, mérite d'exister pour ce qu'elle est. Son témoignage redonne espoir à ceux qui se croient condamnés à la solitude après un deuil. Il montre qu'il n'est jamais trop tard pour réapprendre à aimer, à faire confiance, à sourire sans culpabilité. Et il nous rappelle aussi que le bonheur peut surgir là où on ne l'attend plus. Dans une salle de conférence, dans un échange de mails, dans un café partagé au milieu d'un hiver de l'âme. Aujourd'hui, Isabelle ne prétend pas avoir oublié. Elle affirme au contraire que l'on n'oublie jamais vraiment. Mais elle a choisi de vivre, de continuer, de marcher main dans la main avec celui qui l'écoute, la comprend et l'accepte avec son passé. Une leçon de courage, de résilience et d'amour. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire d'amour, de résilience et d'espoir vous a touché, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Vos mots comptent et ils peuvent aussi inspirer d'autres personnes à se reconstruire. Partagez avec nous vos réflexions, vos expériences ou simplement un message pour Isabelle. Nous lisons chacun de vos commentaires avec attention. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires vraies,
humaine et inspirante. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. De nouveaux témoignages poignants arrivent très bientôt, alors restez avec nous. À très vite pour une nouvelle vidéo et encore merci pour votre fidélité.